petite vidéo pour faire un point lecture spéciale Asie. Je mets des gros guillemets parce que le premier livre, j'ai d'ailleurs commencé par celui-là finalement. Je vais avoir un petit peu de mal à vous en parler. Ça s'appelle À la recherche de l'esprit renard, le tome 1 Alban de Alix Nodo Guilherme aux éditions Gulfstream, que j'ai eu beaucoup de mal à obtenir. Je crois que j'ai allumé la lampe parce qu'il me semble qu'il commence à faire sombre. Je reviens. Voilà. Ah, on voit beaucoup mieux quand même. Donc à la recherche de l'esprit renard chez Gulfstream, qui est dans l'esprit Ghibli, des films Ghibli, et je confirme, là-dessus on règle le problème, c'est le cas. Le problème c'est que là tout de suite, je me souviens du personnage de Merle, puisque c'est lui qu'on suit, Merle, qui est un personnage à part dans ce livre, puisqu'en fait il a les yeux verrons. Et en fait dans le livre, soit vous avez les yeux noirs, soit vous avez les yeux verts je crois, je sais plus, c'est couleur claire, et qui donne à ces personnes la capacité de voir les esprits de la nature, qui s'appellent les Albans, d'où le titre. Et en fait Merle rêve de devenir un Alban, mais il a les yeux verrons, et donc il ne peut pas voir. On n'arrête pas de lui dire qu'il ne peut pas voir. Et face aux Albans, il y a les rogues. Les rogues, c'est des personnes qui ont aussi la capacité de voir, mais qui peuvent manipuler les esprits de la nature. Et son père en fait partie. J'en dirai pas plus, parce qu'il connaît pas trop, il connaît pas son père en fait. Voilà. Et en fait, Merle pardon, a une autre particularité, c'est que il est homme et femme. Son corps est homme, aussi bien masculin que féminin, donc il sait pas trop. En fait, il est au milieu de tout en fait. Du coup, il cherche sa voie, il cherche à s'intégrer, et pour l'instant, il n'y arrive pas trop. Jusqu'au moment où, voilà, c'est un peu l'idée qu'il y a. Et j'ai dit Embrun parce qu'en fait Embrun est un jeune Alban du même âge à peu près que Merle, et qui protège beaucoup Merle. Et il y a une potentielle romance qui pourrait se mettre en place entre les deux, et qui serait... Honnêtement, je l'aimerais beaucoup que ça se passe. J'aime beaucoup le personnage de Embrun qui est très calme, très posé, très silencieux. Il y a un charme qui se dégage de ce personnage hyper intéressant. La grand-mère de Merle est juste extraordinaire, Fougère. Alors oui, les personnages ont tous des noms en lien avec la nature, et c'est particulier. Et le seul truc où moi j'ai eu du mal, c'est que je suis une lectrice très visuelle. Et là, pour le coup, le côté visuel, je l'ai pas eu. J'ai eu beaucoup de mal à visualiser comment se déplace Merle, les chemins qu'il faisait, quoi que ce soit. Moi, je suis toujours à visualiser, et là, non. Alors, j'ai un TDA, mais d'habitude, j'ai pas ça. Donc, je sais pas à quoi c'était dû. À voir. Après, le reste de l'histoire était hyper intéressante, et je suis curieuse de lire la suite malgré tout. Mais je pense aussi que j'en ai trop attendu. Moi, quand on me vend un livre dans l'esprit des Ghibli, je m'attends à quelque chose d'extraordinaire. Et là, même si c'est hyper original, que j'ai rarement lu un livre comme ça, il m'a manqué ce côté très clair dans les descriptions des trajets, etc. Alors après, pour la défense de l'autrice, j'ai passé des tests qui m'ont montré que j'avais un vrai problème avec me repérer dans l'espace, donc vraisemblablement ce serait dû à ça. Et le livre est illustré, donc c'est sublime, très franchement c'est sublime. Et c'est fait par l'autrice. Donc après Gulfstream, généralement on n'est jamais déçu, c'est juste que là je crois que j'en attendais peut-être trop. Après on a vraiment un hymne à l'écologie, à la nature, à la recherche de soi, d'être soi sans faire attention au jugement des uns et des autres, puisqu'on est très influencé par l'environnement forcément. Et c'est toute la question, que va faire Merle. Là je suis très... j'attends de voir. Ensuite, je vais vous présenter un livre que je crois que je ne vous ai pas présenté, que pourtant j'ai lu il y a 2 ans, mais que j'ai relu. Je vais vous expliquer pourquoi. Je l'ai relu parce qu'en fait, avant d'aller passer des tests, ces fameux tests, pour voir comment mon TDA a une incidence sur moi au quotidien et pour le travail, j'ai été prise d'un mal de crâne et d'une anxiété qui, je savais pas, voilà, j'arrivais pas à me calmer, je voulais pas prendre de médoc parce que c'est bien les médocs mais ça coûte un certain prix au bout d'un moment quand vous êtes un peu, voilà, genre migraineux. Et du coup je me suis mise à lire ça parce que je ne supporte pas d'attendre, en fait je n'aime pas l'attente. Donc je me suis mise à relire le texte.
Et j'avais plus mal au crâne et mon stress a baissé, tout simplement. Ce texte s'appelle la Bhagavad Gita. L'essence du yoga, moi j'ai la version chez Synchronique Édition qui font de super bouquins autour de l'Asie, entre autres, ils font pas que l'Asie, mais voilà. Sur le yoga, j'en ai quelques-uns qui viennent de chez eux, je les ai tous pris chez eux d'ailleurs, ceux que j'ai, quasiment. Et là en fait, pour ceux qui auraient peur, la Bhagavad Gita c'est une histoire entre Arjuna, un guerrier, qui est censé combattre, sauf que il va demander à Krishna de l'emmener au milieu du champ de bataille et de voir qui va combattre. Et parmi ces gens, il y a des gens de sa famille. Et là, il dit à Krishna, je ne peux pas. Je ne saurais pas, je peux pas tuer des gens, des pères, des cousins, des frères, des demi-frères, voilà, des maris. Il dit, je peux pas. Et Krishna va lui répondre. Et c'est toute la question de ce livre, c'est lui répondre par rapport à différents aspects du yoga, puisqu'il existe plein d'aspects du yoga. Le yoga, on pense toujours au yoga qu'on voit à la télé ou quoi que ce soit avec les postures, etc. Alors que non. Vous pouvez faire des postures, mais si vous n'êtes pas dans la bonne mentalité pour le faire, ça n'aura pas d'impact. J'en sais quelque chose. Et franchement, je vous invite à lire ce texte parce qu'au-delà de yoga, ça parle aussi de l'humain. Il y a vraiment des réflexions hyper intéressantes. Là, j'ai mis des post-it cette fois-ci. Et le problème de ce texte, c'est que je peux pas vous lire juste un extrait. Il faudrait que je lise un chapitre complet. C'est écrit en vers, mais en vers en prose. Il n'y a pas de rime forcément, le texte se suit, c'est vraiment fluide. Et pour une fois, j'ai lu les notes un petit peu. J'ai pas tout lu parce que je préfère garder mon avis personnel. Je n'aime pas avoir l'avis d'autres personnes. Et juste à la fin, il y a un texte écrit par Gandhi, qui adore ce texte, justement, qui est fondamental pour lui. Et en fait, ce texte fait partie d'un autre beaucoup plus grand qui s'appelle le Mahabharata, si je me souviens bien du titre, que je cherche, si quelqu'un connaît par hasard. Moi, je serais pas contre l'idée de le lire, même s'il est hyper gros. Il paraît que c'est plus gros que l'Iliade, d'après ce que j'avais lu quelque part. Je ne sais pas si c'est vrai. Enfin, soit, c'est un très beau texte. En plus, là, vous voyez, le marque-page est fourni. Et j'essaie de vous prendre une page un petit peu illustrée aussi. Voilà, ça donne à peu près ça. Alors désolée pour le focus, aujourd'hui apparemment ça ne veut pas, mais c'est pas grave. Donc allez voir et renseignez-vous parce que franchement c'est un texte que j'aime beaucoup. Et j'ai pas fait de chronique à l'époque parce que je pensais vous faire une vidéo spéciale yoga. Mais bon. Ensuite, Service Presse, 80 mots de Taïwan de Aurélien Rossanino aux éditions de l'Asiatech, qui est déjà chroniqué sur le blog pour ceux qui suivent aussi le blog et les réseaux sociaux. J'ai eu ce livre dans le cadre de la masse critique Babelio, désolé mon cerveau est parti loin d'un coup. Et en fait, c'est bien, j'aime beaucoup cette collection. Parce qu'en fait, je la découvre, j'en ai entendu parler, j'ai jamais osé. Et en fait, vous avez un chapitre qui est... Alors, attendez, voilà, je vais vous montrer la première page. Vous avez un mot dans la langue, donc taïwanaise ici. Et il vous fait un texte en dessous. Et en fait, c'est pas juste la traduction du mot, c'est juste il raconte un peu ce qu'il vit à Taïwan, où là il a créé des personnages aussi pour qu'on puisse suivre un personnage et voir un peu ce que c'est, comme si on avait une visite guidée de Taïwan, de comment ce qu'on vit dedans, etc. C'est hyper immersif, j'aime beaucoup. L'auteur a beaucoup d'humour en plus, donc il y a des moments où j'ai rigolé, je trouvais ça très drôle. Et ça donne envie de connaître Taïwan beaucoup plus. Très sincèrement, j'ai vu une série taïwanaise, dont j'ai oublié le titre là tout de suite, que j'avais plutôt bien aimé. Mais n'ayant pas la connaissance de la culture, c'est un peu compliqué de s'immerger dedans. Et de fait, là, ça m'a permis de comprendre un peu pourquoi il y a ce qui me manquait pour la compréhension de Taïwan, l'auteur me l'a donné. Et c'est chouette. Et le gars est vraiment... Enfin, l'auteur, j'aimerais vraiment en savoir plus sur lui parce qu'il est hyper intéressant. Si vous voulez découvrir beaucoup de musiciens taïwanais, c'est l'occasion des artistes taïwanais parce qu'il en nomme beaucoup. J'ai pas mis de post-it malheureusement, mais je refeuilleterai, il n'y a pas de problème parce qu'il a parlé de beaucoup d'artistes. Et de toute façon, il tient une maison d'édition franco-taïwanaise qui s'appelle Passepartout. Et il anime des podcasts pour Radio Taïwan International et Ghost Island Media.
Donc il en fait des choses, hein. Entre autres, hein, il fait aussi d'autres choses encore à côté, je vois d'autres choses. Mais bon, c'est déjà pas mal. Je vous recommande la petite collection parce qu'ils en font sur... il y en a un sur la Corée, il y en a sur d'autres pays auxquels on s'intéresse moins et je trouve ça super chouette. L'Asiathèque, je lis très peu de livres de chez eux, mais là, les rares que je lis, à chaque fois, ça fait mouche. Donc ils ont le talent. Ensuite, La végétarienne de Han Kang aux éditions Le Livre de Poche, qui a reçu le prix Nobel de littérature et je confirme, c'est amplement mérité. Et je devais le lire en lecture commune et ce mois-là, j'ai pas pu. Je ne sais plus ce qu'il y a eu, mais j'ai pas pu. Ici, on suit Younghae, j'espère que ça se dit comme ça, et qui décide de retirer toute la viande de son frigo et de devenir végétale, d'où le titre. Et en fait, il y a 3 chapitres, un du point de vue de son mari, un du point de vue de son beau-frère et un du point de vue de sa sœur. Et tous les 3 vont nous donner une description de Younghae et son évolution aussi, puisqu'on suit né sur 3 périodes de temps. La première, c'est avant qu'elle vide son frigo et qu'elle devienne végétarienne. La deuxième, c'est avec son beau-frère plus tard. Et en fait, on se rend compte que les hommes envers les femmes, c'est juste... Il y a des moments où j'ai... Voilà. J'aurais balancé le livre par la fenêtre, mais pas parce que je l'aime pas, mais parce que j'aurais eu envie de taper. Ne serait-ce que le mari. La façon dont il parle de sa femme, c'est juste horrible. Le beau-frère, c'est encore autre chose, c'est un artiste peintre, mais la façon dont il voit sa belle-sœur est un peu voilà, problématique. Et concernant la sœur, c'est encore différent. Il y a le côté j'adore ma sœur, je veux l'aider, mais à un moment donné, qu'est-ce que je peux faire? Parce que en fait, Younghae, est-ce que c'est de la folie ou pas? Il y a ce côté un peu réalisme magique en fait dans ce livre. Merci la moto, je vais finir par... On reste zen. Les motos passent trop en ce moment. On était calme avant. La police les avait dégagés. Bref, passons. Pour revenir donc à la sœur, en fait, Younghae, en fait, on suit cette folie qui s'empare d'elle, où elle se coupe du monde, elle veut devenir vraiment un arbre, en fait. Ce livre est magnifique, mais en même temps d'une violence sous-jacente. Juste par les mots, rien que des mots. Il n'y a pas de violence physique, il n'y a que de la violence verbale. S'il y a une violence physique à un moment donné. Mais comment on réagit face à quelqu'un qui veut changer de vie? Grosso modo, on ne sait pas si elle devient folle ou pas. Enfin, il y a plein de questions, de sujets de société abordés dans ce livre, et c'est juste incroyable. C'est superbement écrit. La psychologie de chaque personnage est hyper creusée, travaillée en si peu de pages. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si ce n'est lisez-le, ça n'a pas reçu le prix Nobel de littérature pour rien. C'est rare que je lise ça. Et enfin, rendez-vous au parc Inode de Michiko Aoyama aux éditions Nami. Ma mère a lu les précédents livres de l'autrice, dont j'ai oublié le nom là pour le coup. On est dans la banlieue de Tokyo et les résidents d'un immeuble en fait découvrent leur nouveau logement. Et en fait il y a un parc pas très loin dans lequel il y a un vieil hippopotame en béton qui s'y cache et aurait des pouvoirs thérapeutiques. Donc on suit 5 personnages différents qui vont tous forcément aller voir ce fameux hippopotame pour résoudre un peu leurs problèmes chacun. Donc c'est très dans la vague des éditions Nami, de ce côté, j'allais dire développement personnel, mais non, c'est plus du feel good. Et je sais pas, j'ai pas été plus en... Alors j'ai lu le livre d'une traite, c'est bien fait, mais il m'a manqué un truc, et j'avoue que la répétition d'histoire du vieil hippopotame, pardon, m'a un peu agacée au bout d'un moment, c'était trop répétitif. Et les problèmes des personnages me semblaient pas toujours si problématiques que ça. Et pour ce qui est de la fin, la dernière histoire conclut vraiment le roman et j'ai pas trouvé ça... En fait, j'ai pas trouvé d'originalité dans ce roman, voilà, c'est ce qui m'a manqué. On m'a dit beaucoup de bien de cette autrice, mais là, pour le coup, je sais pas. Il m'a manqué un truc et cette répétition... Donc, chouette livre, mais je vais pas... Voilà, il va pas rester dans les annales pour moi. Je sais même pas ce que je vais écrire à l'écrit, pour vous dire. Je me souviens pas trop des personnages non plus, honnêtement.
Là c'est Kanato. Ah oui, si, d'accord. Oui, on est sur la pression scolaire, des résultats en Asie, c'est très, voilà, c'est très comme ça en fait. Après il y a Sawa, dont je me souviens plus. Je me souviens plus. Je me souviens plus de l'histoire de Sawa. Ah oui, la mère parfaite, ouais. Les oreilles de Chiharu. Je sais plus non plus. Le dernier, je peux pas le dire, sinon je vais vous griller la fin de l'histoire. Par contre, ça. Je me souviens plus. L'agent de Yuya, ouais. Ça, je me souviens, c'est encore sur la pression, pression scolaire. Enfin, pression là plutôt sociale que scolaire. Et les yeux de Katsuhiko, bah je peux pas vous le dire sinon je vous spoil. Donc il y en a une dont je me souviens vraiment pas, mais les autres vous voyez c'est revenu en feuilleton. Donc chouette livre mais voilà, pas non plus le truc de l'année. Et je vais arrêter là avant que ma caméra dise non je veux plus tourner parce que j'ai trop chaud, parce que oui, elle subit la chaleur aussi. Donc j'ai acheté une caméra comme ça, super. Bref, sur ce, je vais vous laisser. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, recommander des livres aussi, même si ma pile à lire ne vous remercierait pas, ni mon compte bancaire, mais moi oui. Et sur ce, je vous dis à la prochaine. Salut!